Alors ce matin, en réfléchissant au sujet de la prochaine capsule, je discutais avec Chantal qui est avec moi et qui se présentera rapidement tout à l'heure. Et elle me dit, mais parle des monnaies, parle des blockchains, parle de l'inflation, parle de l'argent confisqué, parle de la disparition de l'État noir, parle de toutes ces choses-là parce que je me rends compte que moi-même, mes sœurs, etc., on est complètement perdus. Et quand j'en parle avec des amis, personne ne ressent les difficultés qui s'annoncent pour nous dans le cadre de cette confrontation avec la Russie qui prend des proportions très inquiétantes. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant. C'est un vieux sujet, la monnaie extrêmement compliquée que j'ai étudié un peu quand j'étais à l'école, mais qui a considérablement changé de nature au fil du temps. Donc voilà, je vous présente Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit ce matin quand je t'ai dit quel est le sujet qui t'intéresserait? Je voudrais savoir, on peut tous poser la question, que vont devenir nos biens si nous en avons? Que va devenir l'argent si nous en avons? Et allons-nous tous terminer très pauvres? Ou bien est-ce qu'il y a une solution pour échapper à tout ce qui va arriver? C'est ça. Donc moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Donc peut-être que tu pourrais... Alors, j'ai pas de réponse non plus, mais je vais revenir en arrière, parce que pour préparer la capsule, je me suis dit, j'ai essayé de me remémorer, entre guillemets, ce qui est intéressant sur l'histoire des monnaies. Alors on sait tous, puisqu'on est allé dans des musées, etc., que les monnaies existent depuis très longtemps. Et les monnaies, en général, elles sont le privilège des nobles, des rois, de l'aristocratie, et évidemment maintenant des États ou des groupes d'États. Donc frapper la monnaie, c'est quelque chose qui est très particulier, puisqu'elle relève d'un privilège, en fait, d'une autorité qui est crédible et qui va dire « ceci vaut cela ». Et donc, historiquement, pour que la monnaie soit crédible, eh ben, souvent elle était frappée dans un métal précieux. Donc elle était frappée avec de l'or, elle était frappée avec de l'argent. Et donc, si vous vous rappelez, les personnes, on leur tendait la pièce et avec leurs dents, ils croquaient. Et si c'était de l'or, la dent, comme l'or, c'est un métal mou, pouvait rentrer. Et donc, ils étaient en confiance. Alors maintenant, on peut mettre des petites gouttes de produit, on peut peser, etc. pour se rendre compte si on est en possession d'or. Mais en réalité, on est essentiellement en possession de papier, puisque au fur et à mesure où l'économie est devenue mondialisée, extrêmement rythmée, etc., et donc essentiellement depuis le 19e et encore plus depuis le 20e siècle, pour favoriser les échanges, on a permis aux États de frapper une monnaie, mais qui était relative à l'or, mais également de créer des chèques, de créer un certain nombre d'outils, des billets, mais en permanence, on pouvait convertir cet argent en or. Et on se rendait compte que y avait des pays qui vendaient plus que d'autres, et des pays donc, qui achetaient plus. Donc il y avait des problèmes de balance commerciale, et régulièrement, il fallait que les pays qui achetaient plus aux autres leur demandent de compenser avec de l'or. Et donc il y avait des transferts d'or en bateau, en charrette, qui allaient dans un pays pour rétablir, entre guillemets, l'équilibre. Puisqu'il y avait un pays qui avait beaucoup de monnaie papier d'un autre pays dont il n'avait pas usage dans son pays, qu'il n'avait pas envie de conserver. Et donc, il récupérait de l'or et éventuellement, ça lui permettait de créer d'autres monnaies de son pays et d'accroître, entre guillemets, sa puissance monétaire. Et les Américains ont eu l'idée, au fil du temps, et donc j'ai pris des notes pour essayer de me rappeler plus précisément des choses, mais de créer un système dit de Bretton Woods numéro 1, un premier système qui créait plus cet étalon or, mais le faire évoluer avec un étalon or lié à une seule monnaie. Donc le dollar devenait quelque part la monnaie de référence et les Américains
disaient, ben voilà, on va conserver à Fort Knox ou quelque part suffisamment d'or pour pouvoir convertir. Donc plutôt que de garder de l'or, plutôt que d'échanger de l'or entre nous, eh ben, vous allez avoir le franc en France, mais vous allez avoir un stock d'or, et c'est ça qui va garantir en fait. Et ce jour-là, sans que personne ne s'en rende compte, finalement, le loup est rentré dans la bergerie, puisque les Américains ont commencé à être la monnaie de référence. Donc c'était rassurant, puisqu'ils assuraient une convertibilité en or. Et on se rend compte que d'autres pays continuent à frapper des monnaies en or, puisque comme tout était convertible en or, ben, on était en or vis-à-vis du dollar, mais si on imprimait des pièces françaises en or ou anglaises ou mexicaines ou autres, tout ça était équilibré. Ça fonctionnait. Mais les échanges étant ce qu'ils étaient, assez vite, et surtout après la Première Guerre mondiale, les Américains ont considéré que ce standard or était compliqué. Et donc, ils ont dit, voilà, on va rester la monnaie de référence du système mondial, mais dans le cadre de nouveaux accords, il n'y aura pas de contrôle possible sur la réalité des volumes de dollars imprimés et donc distribués par rapport à la quantité d'or. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la possibilité pour les États de vérifier, de s'assurer en permanence que les Américains avaient l'équivalent or de ce qu'ils annonçaient. Et donc, toute cette chose, en fait, a fait qu'il y a eu quelque part une espèce d'explosion de la création monétaire, parce que les Américains étaient libres de fausser le jeu en créant plus de monnaie. Et donc, ils achetaient de plus en plus de choses aux autres pays qui fabriquaient des produits, des services, etc. Et donc, essentiellement, à des pays comme l'Allemagne, qui avait une industrie qui était forte, puisque je vous rappelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la zone de la Ruhr n'avait pas été détruite par la guerre. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les opérations paperclip, etc., des relations très fortes qui sont nées tout de suite entre les Américains et les Allemands. Mais les Allemands exportaient énormément de choses aux États-Unis. Ils récupéraient en échange des dollars et qui conservaient, mais assez vite, les Allemands ont dit bah non, nous, on garde vos dollars, on produit des monnaies, mais ce n'est pas une réserve, donc on a de l'inflation chez nous. Et si vous vous rappelez, toute la période d'après-guerre, il y a eu énormément d'inflation dans les pays européens, si vous regardez dans les livres d'histoire. Et donc les Allemands ont dit, nous, on veut récupérer de l'or. C'est-à-dire que si on a un excédent trop fort de notre balance commerciale avec vous, on veut revenir à ce qu'était le système d'origine. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, les Américains, même s'ils impriment des billets librement, continuent à garantir qu'ils seront capables de rembourser cet argent de façon tangible. Mais en réalité, ils ne pouvaient peut-être pas imaginer, ou ils l'imaginaient complètement, qu'ils allaient augmenter de façon aussi forte leurs échanges commerciaux et de façon aussi disproportionnée. Et ça continue encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque les échanges, la balance commerciale des États-Unis n'a jamais été positive dans leur histoire. Ils continuent à acheter beaucoup plus au monde en payant avec une monnaie qu'ils impriment sans se préoccuper réellement de la valeur de cette monnaie. Donc, ils achètent des biens et services qui ont de la valeur avec une monnaie qui, comme on va s'en rendre compte, n'en a pas beaucoup. Puisque, en réalité, la principale question de Chantal, puisqu'on a pas mal discuté ce matin, c'était dans le cadre de ce conflit entre, finalement, pour simplifier, la Russie et l'OTAN par Ukraine interposée, et qui maintenant déborde avec les BRICS, en tout cas la Chine, qui semble vouloir s'impliquer de plus en plus. Est-ce qu'on n'a pas un risque systémique sur le dollar et l'euro?
et sur leur valeur. Donc pour continuer, donc les Allemands demandent ça aux Américains, les Français aussi, avec De Gaulle. Et là, les Américains, dans un célèbre discours de Nixon, annoncent en 71 que maintenant, ils ne rembourseront plus, ils ne donneront plus d'or contre des dollars. Il n'y a plus de convertibilité de l'or contre des dollars. C'est annoncé en 71, avant la crise pétrolière de 73. Et déjà à cette époque, de toute façon, les Américains se sont garantis vis-à-vis des pays les plus producteurs de pétrole que le pétrole ne serait plus échangé qu'en dollars. Et donc on passe d'un système or à un système garanti mais sans certitude, c'est-à-dire que personne ne sait le volume d'or que les Américains ont en face de leur billet et ils se mettent à imprimer trop. Et quand les différents pays qui ont beaucoup de dollars veulent convertir tout ou partie en or, on leur dit non, pour leur dire finalement qu'il n'y a plus de conversion. Donc évidemment, on peut utiliser ces dollars pour acheter de l'or, mais les Américains ne disent plus, pour 35 $, vous avez une once d'or. Ils disent plus rien. Et donc, compte tenu de cette situation, les différents pays se plaignent. Il y a la crise de 73 avec l'explosion du cours du pétrole et finalement, les Américains gagnent sur tous les tableaux puisqu'ils ont gardé l'or de tous les pays, puisque ces pays, pour avoir des dollars, ils avaient donné de l'or. Ils refusent, même quand leur base commerciale est très déficitaire, de rendre les dollars contre de l'or. Donc les pays se retrouvent de fait à accumuler des dollars, La monnaie de singe. Qui est une monnaie de singe, Oui. mais qui a une espèce de valeur officielle, D'accord. qui est avec les cours flottants. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel accord qui s'appelle les accords de la Jamaïque et qui vont dire finalement on va créer des règles monétaires avec une banque des règlements internationaux, on va adapter le système monétaire international, les cours seront entièrement flottants et ils seront le reflet de la puissance économique d'un pays. Et vous imaginez bien que entre 1914, les premiers accords dans le cadre du système intermonétaire international et les années 73, eh ben, l'Europe a effectivement une forte croissance, s'est reconstruite après la guerre, mais les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. La Russie, elle, est complètement isolée. Elle a dû reconstruire un pays qui avait perdu 27 millions de civils et de militaires, donc des jeunes hommes. Donc c'est un pays qui a été exsangue pendant toutes ces années, seul, qui a eu, entre guillemets, un certain nombre de chefs d'État, dont Staline jusqu'au milieu des années 50, puis Khrouchtchev, etc., qui ont essayé de rendre la Russie, qui s'appelle à l'époque l'URSS, puissante, mais rien à voir avec ce que les États-Unis ont pu faire, puisque les États-Unis, leur puissance n'a pas été liée à leur capacité intellectuelle, à leur capacité intellectuelle en termes de vrais services produits, etc., de création, à leur capacité industrielle ou à leur production de pétrole ou de nourriture, de matières premières, mais uniquement à cette espèce d'hold-up monétaire incroyable. Donc il faut bien comprendre que les États-Unis, qui sont clairement effectivement un pays continent important, réalise un hold-up monétaire incroyable, avec le dollar qui s'impose comme une monnaie de référence. Et les monarchies du Golfe acceptent un espèce de deal qui est pétrole, dollar, protection. C'est-à-dire que vous êtes une petite famille de bédouins, entre guillemets, importante. On va vous choisir pour régner sur l'Arabie Saoudite. On va vous protéger d'éventuels coups d'État, etc. Mais en contrepartie, vous n'acceptez pas de vendre votre pétrole contre une autre monnaie que des dollars. C'est le seul moyen. Et vous n'acceptez pas d'acheter des armes, sauf si on vous y autorise, à quelqu'un d'autre que les États-Unis. Donc, c'est encore une fois une manière pour les Américains d'avoir des marchés captifs, puisque plus le pétrole monte, plus le cours du pétrole monte, plus la demande en pétrole monte,
plus en fait ils vont se garantir d'énormes débouchés dans les pays pétroliers auxquels ils vont vendre des quantités astronomiques d'armes, de produits, de services, etc. Mais plus le dollar, effectivement, va s'imposer encore plus comme une monnaie de référence, malgré la résistance des États qui se disent « mais ces gens-là m'ont déjà volé des fortunes, puisque je leur ai vendu des produits et des services contre leur monnaie, qui était censée valoir de l'or. Finalement, ils m'ont dit « non, non, ça vaut pas de l'or, ça vaut du papier, donc désolé, débrouille-toi comme ça ». Et maintenant, on en arrive à une situation où le dollar devient complètement hégémonique. Et en parallèle à cette hégémonie, qui a comme point de rupture finalement le moment où sous Gorbatchev, l'URSS dit Glasnost, donc on va s'ouvrir, on va accepter de rentrer dans l'économie de marché, on n'a pas perdu entre guillemets, mais on considère que cette course aux armements, etc., n'est pas bénéfique pour les peuples de l'ex-Union soviétique et en particulier la Russie. Donc on va essayer de trouver un moyen de travailler ensemble dans le cadre des Nations Unies, etc. Et donc, la Russie accepte ça et, comme je le disais dans d'autres capsules, en fait, elle se fait complètement dépecer. C'est-à-dire que les anglo-saxons, donc les deux monnaies, entre guillemets, les plus puissantes du monde, vont dépecer complètement la Russie. Et évidemment, ils empêchent à l'Allemagne d'avoir le rôle qu'elle pourrait avoir avec la Russie, puisque je vous rappelle que l'Allemagne, même si c'est devenu un pays ami, n'a pas de puissance militaire, n'a pas véritablement donc de puissance politique internationale. C'est une forte puissance économique, donc ça va être un nain dans cette opération avec la Russie qui va être dépecé véritablement par les anglo-saxons. Et les Français sont entre guillemets à côté du jeu, on observe. Alors on est plus intéressé par l'art russe, les tableaux russes, donc effectivement on a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à tous les possibilités d'artistes qui se sont, mais pas tellement aux boîtes pétrolières, pas tellement aux boîtes gazières, pas tellement aux médias. Ça les Américains les prennent, ils dissèquent complètement ce pays qui devient l'ombre de lui-même. La Russie avait accepté, entre guillemets, de rendre autonome un certain nombre d'ex-républiques, dont l'Ukraine, la Pologne, la Bulgarie, etc. Et petit à petit, ces pays sont séduits par l'OTAN, ils rejoignent l'OTAN, et comme on voit, l'OTAN s'approche. Dans la même période, le dollar devient de plus en plus important. La Chine veut rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Donc, vous savez, il y a l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux, etc. Mais toutes ces organisations sont très largement contrôlées par les Américains. Et donc, les Chinois qui ont une monnaie qui fait partie du système monétaire international vont également accumuler des quantités astronomiques de dollars en milliards de milliards et qui renforcent tout le temps, en réalité, le système américain. Donc, même les pays que les Américains ne considèrent pas comme des ennemis, comme ils contrôlent, entre guillemets, le système monétaire international, ils contrôlent toute leur économie, toute leur capacité commerciale, et ça a, comme on va le voir, des conséquences très fortes, puisque ces pays, finalement, n'ont pas droit au chapitre dans tout ce qui se passe au fur et à mesure du monde, puisque si vous êtes endetté en dollars, si vous avez toutes vos économies en dollars, vous imaginez à l'échelle d'une personne, vous êtes sous la dépendance de celui qui vous donne ça, puisque si vous dites subitement, non, mais les dollars que tu as, comme on a vu au début de l'opération spéciale, je te les confisque, je te les gèle, parce qu'évidemment, ce n'est pas des tas de dollars que les pays ont, c'est ce qu'on appelle des bons du trésor, ce sont des papiers qui sont signés, et souvent c'est même électronique, qui disent « contre ce papier, tu possèdes 2000 milliards de dollars ». Mais si les Américains disent le papier, pour l'instant, il est obsolète parce que votre attitude, par exemple par rapport au Covid, on imagine que la Chine est responsable, vous avez tué des centaines de milliers d'Américains, donc
on va vous confisquer les dollars. Donc les pays ont sans cesse peur, ça a un impact diplomatique, etc. Et on voit que ça conduit à ce sentiment d'exceptionnalisme, de superpuissance des Américains, et qui s'approchait au fur et à mesure de la Russie, avec la certitude que tous leurs alliés vassaux n'allaient rien dire, puisque un pays comme la France, avec 3 300 milliards de dettes, avec l'explosion des coûts énergétiques, merci Nord Stream, merci les sanctions, merci le gaz de pétrole liquéfié que les Américains leur envoient, eh ben, quand vous avez l'inflation qui monte, les taux d'intérêt qui montent, votre dette qui est importante, votre balance commerciale qui devient catastrophique, la France a doublé son déficit commercial entre 2021 et 2022. C'est-à-dire que même pendant la période du Covid, la situation n'avait pas été aussi catastrophique que depuis le début de cette opération spéciale. Et donc les Américains nous tiennent complètement, financièrement, grâce aux monnaies, donc on est extraordinairement obéissant. Et donc on en arrive à la période d'aujourd'hui où l'idée c'est de comprendre comment on peut se sortir de cette situation, pourquoi on en est là. Et donc vas-y, je te laisse me poser des questions, Chantal, puisque je sais que tu as plein de questions sur le sujet. Ah oui, non, moi je me demande ce que l'on va devenir, parce que je ne fais pas de politique spécialement. Je vois quand même beaucoup de gens autour de moi qui ont de l'argent, pas de l'argent, mais enfin, il y a pas mal de gens qui en ont quand même un petit peu. Et apparemment, enfin, il me semble qu'ils ne sont déjà pas trop inquiets, donc je suis presque inquiète de voir qu'ils ne sont pas inquiets. Et vraiment, moi, je me demande ce qu'il faut faire, s'il faut vendre des choses, s'il faut les garder, s'il faut avoir un peu d'argent, ne pas en avoir. Est-ce qu'il y a une porte de sortie, amener de l'argent? J'ai des amis de Suisse qui me disent, mets un peu d'argent en Suisse si tu veux, mais franchement, je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je connais rien dans tout. Enfin, alors, je veux dire, j'ai pas de réponse, c'est pour ça que je t'écoute et qu'à mon petit niveau, j'ai vraiment pas de... Alors, tu vois, je sais vraiment pas quoi faire. Tu viens de parler de la Suisse, par exemple. Oui. La Suisse, comme la Finlande et la Suède, sont des pays qui sont historiquement neutres. Et on voit que la Suisse a décidé de participer aux sanctions. Donc pour l'instant, la Suisse ne livre pas d'armes à la Russie, mais elle n'est plus neutre dans ce succès. Et c'est parce qu'en réalité, la Suisse, historiquement, elle avait véritablement une autonomie dans le cadre de l'organisation mondiale, du commerce, des monnaies, etc., vis-à-vis des Américains. Mais les Américains ont fait évoluer toutes les lois qui font que, en réalité, les Suisses ont énormément de difficultés par rapport à leur légendaire secret bancaire. Il y a eu les monnaies type blockchain, etc., qui sont arrivées, mais c'est surtout, en fait, cette possibilité des Américains d'exiger, d'avoir accès à toutes les informations, etc., ce qui a considérablement fragilisé tous les paradis fiscaux. Oui, mais moi je parle même pas de paradis fiscaux, tu vois. Oui, mais moi je disais simplement de l'argent qui est déclaré. Est-ce que c'est mieux qu'il soit dans une banque? Tu comprends? En Suisse, en France, mais déjà quand tu sors de l'argent, tu vas en sortir. Il faut, je sais pas, enfin, il faut dire, mais moi il faut presque justifier, tu vois. Oui. Vous sortez de l'argent, pourquoi, enfin, etc., etc. Donc moi je trouve que, enfin, c'est presque angoissant. Ben là, tu appuies sur un point qui est vraiment important. Je trouve que les banques ne sont pas du tout sympas, en fait. D'abord, pour les rencontrer, c'est difficile. Tu as vu, humainement... Le point dont Chantal parle, c'est qu'on ressent que finalement, l'argent liquide est quelque chose qui fait peur aux États, puisque quand vous avez de l'argent liquide, quelque part, vous avez une forme d'autonomie. Et donc, on va repenser au livre Great Reset de Schwab, et qui est « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Et on sent qu'à l'intérieur de ça, c'est l'idée de monnaie numérique, de salaire universel. Donc, et là, on voit finalement le cataclysme de toutes nos principales peurs. Donc, on a vu que les Américains, en fait, avaient réussi, comme un loup, à rentrer dans la bergerie du système monétaire international, imposer d'abord leur dollar sur la base d'une confiance par rapport au dollar, puis l'imposer sur la base d'une confiance par rapport à leur puissance,
puis l'imposer parce qu'il y a des crises et que le pétrole devient important, devient cher et qui s'échange en dollars. Donc les besoins en dollars des différents pays explosent, puisque quand vous pouviez acheter le baril de pétrole à 1 dollar et que les besoins, il n'y avait pas autant d'automobiles, etc., vos besoins en dollars n'étaient pas très importants, mais subitement, indépendamment de vos échanges avec les États-Unis, c'est-à-dire que si vous avez des échanges en Deutsche Mark avec l'Allemagne, en lire avec l'Italie, etc., vos excédents ou alors vos emprunts, vous allez devoir les faire en dollars pour acheter du pétrole ou du gaz à l'Arabie Saoudite ou au Qatar ou à tous ces pays-là. Et donc, on a cet aspect de la monnaie. Ensuite, on a l'aspect finalement du pouvoir militaire avec les guerres préventives. Donc on a vu suite au 11 septembre, les Américains s'octroient la possibilité d'aller faire la guerre en Afghanistan, puis d'aller faire la guerre en Irak. Et depuis, on a eu la guerre en Yougoslavie, et qui a été complètement détruite. On a eu la guerre en Libye qui a été complètement détruite. Les révolutions de couleur et la guerre en Afghanistan, une deuxième guerre en Afghanistan, et maintenant la guerre en Ukraine. Donc on a, dans le cadre de ces guerres, un pays qui va imposer à tout le monde un certain nombre de sanctions, qui va prendre le contrôle des réserves pétrolières, le plus souvent des pays dans lesquels il déclare la guerre, puisque le point commun de tous ces pays de l'axe du mal américain, Venezuela, Iran, Libye, Afghanistan, Russie, ce sont des pays extrêmement pétroliers. Et puis après, il y a la Corée du Nord, alors qui est un pays très isolé, pas du tout pétrolier, mais qui est dans l'axe du mal parce qu'il y a un chef d'État qui a mis en place des capacités de défense de son pays très fortes. Et on peut le comprendre, puisqu'il faut se rappeler quand même que dans le cadre de la guerre de Corée, donc c'était les États-Unis contre les Coréens, plus du tiers de la population coréenne a été tuée. Mais pour revenir donc au Great Reset monétaire et donc à la crainte quand on a un peu de moyens ou autre, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, on a un premier cycle qui est lié aux pandémies. Donc, dans le cadre des pandémies, on a finalement testé la capacité de demander aux gens d'être obéissants au-delà du raisonnable. Donc, on leur a dit, restez chez vous et faites-vous vos propres attestations. Okay. Donc, vous devez rester chez vous, mais vous avez le droit d'écrire vos attestations. Donc, vous vous auto-mettez en prison et vous avez le droit de sortir, mais en signant un petit papier avec votre ordre d'entrée, etc. Donc, on devient docile, c'est-à-dire qu'on s'auto-condamne et on s'auto-régule dans un pays de liberté. Et tous les jours, à la même heure, à 20 h, sur toutes les télés, on débitait le nombre de morts, etc. pour une maladie inconnue et qui était censée être liée à un pangolin. Mais très vite, on interdit aux médecins de soigner. Et d'ailleurs, des traitements possibles, avant même d'interdire aux médecins de soigner, ont été interdits. Absolument. On commence à calomnier toutes les personnes qui se battent contre ça. Et on voit que l'État va proposer finalement de mettre sous perfusion un certain nombre de petits business, de leur proposer de s'endetter. Et on voit les chiffres qui sortent maintenant 2 ans après, c'est une catastrophe. Puisqu'en fait, tous ces petits business, forcément, c'est comme si vous êtes paralysé pendant quelques temps, vous perdez beaucoup d'employés, vous perdez un certain nombre de savoir-faire, vous perdez votre rythme, votre énergie, et puis surtout, vous avez d'autres acteurs plus puissants qui ont pu considérablement rénover leur instrument de travail pendant que vous essayez de survivre avec l'argent que l'État vous a donné. D'autres avaient nettement plus de moyens, ont modernisé leur restaurant, ont changé le design, la décoration, souvent qui appartenaient à d'immenses groupes. Et on voit qu'aujourd'hui, en Europe, la suite de la pandémie est une catastrophe pour les entreprises. Catastrophe qui est cumulée avec la difficulté de trouver des employés, puisque les gens ont complètement changé leur manière de vivre. Ça, c'est lié à la culture woke, au climat, etc. Donc les gens, et je comprends ça très bien, pendant
le confinement se disent, bah, après tout, moi, j'ai plus envie d'aller travailler dans une cuisine, j'ai plus envie d'aller travailler dans un chantier, j'ai plus envie de faire tout ça. Donc, les boîtes ont du mal à recruter. Là où jusqu'à présent, parfois, elles faisaient appel à des travailleurs, le travailleur plombier polonais ou autre, ben, finalement, eux sont pas revenus, sont repartis pendant le confinement, ils restent dans leur pays. Donc, on voit que maintenant, il va y avoir une immigration choisie. Donc, on voit comment ça se passe aux États-Unis avec le gouvernement Biden qui ouvre les frontières à des millions de personnes. On est en train de faire la même chose en France. Donc, on l'a fait avec beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes et leurs enfants. Moins que les Allemands, puisqu'ils avaient accueilli plus d'1 million de Syriens. Ils ont accueilli des centaines de milliers d'Ukrainiens. Mais on voit qu'on est en train d'organiser véritablement une très grande ouverture à l'immigration pour compenser ce qui s'appelle les secteurs d'emploi tendus. Mais ces personnes arrivent, souvent, elles ne parlent pas la langue, elles ont besoin de s'intégrer, on va leur donner des logements gratuits, on va leur donner l'accès. Et toutes ces choses-là ont, à court terme, un effet très fort, une tension sur l'activité globale de l'économie. Et cette tension, évidemment, elle se traduit sur la volonté du gouvernement qui a imprimé, je rappelle que le gouvernement Macron a accru les dettes de la France de plus de 700 milliards. Le gouvernement Macron distribue avec l'Union européenne des dizaines de milliards à l'Ukraine. Et le même gouvernement, parce que les 700 milliards c'était lié à la crise, a accepté que la présidente de l'Union européenne négocie des dizaines de milliards de contrats d'injection avec des SMS. Ce même gouvernement ne commence aucun procès pour demander des explications, contrairement à ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec les Twitter Files, etc. Mais également, avec maintenant, on s'en rend bien compte, ces traitements sont inefficaces et surtout, on commence à avoir des études qui prouvent que des traitements qui avaient été interdits l'étaient. Et donc, des médecins qui ont été calomniés parce qu'ils avaient proposé d'autres solutions, d'autres pistes thérapeutiques dont la vie ont été détruits, certains ont été suspendus, mais surtout calomniés, etc. Et bien maintenant, ils ne sont pas réintégrés. Les milliards qui ont été dépensés pour faire des tests qui ne servaient à rien, pour faire des injections qui ne servaient à rien et qui commencent à prouver leurs effets secondaires, créent une situation pour la France qui est intenable, qui nous rend complètement vassaux et dans la suite des États-Unis pour créer cette guerre. Et cette guerre en Ukraine n'a comme seul et unique objectif de maintenir la domination du dollar. Mais ce n'est pas pour autant, pour répondre à ta question très précisément, qu'il faut accumuler des dollars chez vous en vous disant c'est le pays dominant, je vais avoir des monnaies dominantes. En réalité, contrairement à ce que Bruno Le Maire disait au début de l'opération en Ukraine, ce serait beaucoup plus sage d'avoir des roubles, parce qu'en fait, le rouble est tombé, mais depuis, c'est une monnaie qui est en train de devenir extrêmement solide. Et les Russes, avec les Chinois, d'autres pays des BRICS, ont le projet, d'ailleurs, de créer une monnaie alternative au dollar et à l'euro. Parce que je vous rappelle que les monnaies de référence mondiale sont principalement le dollar. L'euro était une monnaie de référence mondiale, mais on a vu avec les sanctions contre la Russie qu'elle a perdu toute crédibilité, puisque à partir du moment où les Russes avaient pendant des années de bonne foi vendu leur gaz, leur pétrole, leurs produits agricoles, et qu'ils avaient accepté d'être payés en euros, et donc ils avaient accumulé des centaines de milliards d'euros qui leur avaient été donnés en échange de pétrole, de gaz, etc. Et l'Europe a décidé, comme ça, sous prétexte qu'elle n'était pas contente du comportement de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, de confisquer l'argent des Russes. Vous imaginez, c'est tout le sentiment et l'existence de la propriété, voilà, c'est de la piraterie qui a explosé en 1 minute. C'est-à-dire que t'es pas sympa, tu m'as fait confiance, bah t'avais tort, moi je te pique ton argent. Et surtout, la Suisse a joué le jeu dans le domaine. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça au niveau de l'État, mais ils ont fait ça également au niveau des particuliers. Ce qui a permis à Vladimir Poutine de dire aux différentes
aux différents oligarques, vous voyez, vous leur avez fait confiance. Pendant des années, vous avez mis des centaines de millions, voire des milliards pour acheter des maisons de luxe, des hôtels particuliers partout dans le monde, des jets, des yachts, etc. Vous voyez comment ils vous le rendent? Ils vous ont pris votre argent que vous-même vous aviez pris aux Russes au lieu de le laisser dans l'économie russe. Et maintenant, ils vous le confisquent et ils vous traitent de méchants, alors qu'en réalité, ils étaient très heureux que vous soyez méchants vis-à-vis de la Russie pendant toutes ces années. D'ailleurs, ils vous y encourageaient. Et donc, tout ça pour dire que l'euro, ce jour-là, s'est tiré plus qu'une balle dans le pied, s'est tiré une balle dans la tête, puisque quel pays va vouloir maintenant continuer à avoir des réserves en euros? Tout le monde était un peu méfiant vis-à-vis des Américains, mais on n'avait pas le choix puisque c'est la monnaie des échanges internationaux. Mais vis-à-vis de l'euro, les gens se disaient, le seul intérêt de l'euro comme monnaie, c'est qu'ils ne feront jamais, ils se permettront jamais de se comporter comme les Américains l'ont fait. Parce qu'il faut bien imaginer que ce qui se passe en ce moment a un côté complètement irrationnel. Regardez une carte. Sur une carte, vous allez voir, vous avez la Russie, qui est réellement un pays d'Europe et un pays d'Asie. D'ailleurs, on appelle Eurasie. Et ce pays produit tout ce dont on a besoin. Ils produisent de l'uranium pour nos centrales nucléaires et nos bombes atomiques qui nous donnent par ailleurs une forme d'indépendance, puisque je vous rappelle que la France est présente au Conseil de sécurité des Nations Unies parce qu'elle est un pays nucléaire. Idem pour l'Angleterre, sinon on doit aller chercher en Afrique. Et on est en train de se faire sortir des pays africains ou éventuellement au Kazakhstan, mais qui est un pays qui se rapproche de plus en plus des Russes à nouveau, malgré les tentatives de l'Occident de les éloigner et de les emporter, comme ils ont essayé de le faire plus ou moins efficacement avec la Géorgie et manifestement très efficacement avec l'Ukraine. Donc, ils ont aussi du pétrole, ils ont aussi du gaz, ils ont des produits agricoles très importants. Donc, c'est un partenaire parfait, puisqu'ils adorent la France. Ils adorent venir dépenser leur argent chez nous, ils adorent nos produits de luxe, ils adorent notre vin, ils adorent tout ce que les Français font. Ils adoraient nos grandes marques de luxe, etc. Ils adorent l'Allemagne, les grosses voitures allemandes, l'industrie allemande, etc. Donc, on était vraiment fait pour s'entendre. Si vous allez dans un supermarché en Russie, vous allez voir énormément de produits italiens, énormément de produits espagnols, etc. Donc, vous vous rendez compte que la Russie aime l'Europe. Et l'Europe a besoin de la Russie. Et d'un seul coup, on décide, à Versailles, début mars, à l'initiative du président Macron, de sanctionner et de rompre les rapports avec ce pays. Ce qu'on avait déjà fait en 2014, suite au fait que la Crimée avait décidé de rejoindre la Russie, et on décide à nouveau de commettre des sanctions, alors qu'on s'était rendu compte que ces sanctions, à l'époque, avaient considérablement sanctionné l'agriculture française, européenne, etc., et pas du tout les Russes qui avaient complètement redressé la barre et transformé une agriculture qui était assez faible en agriculture très importante. Bref, l'Europe a fait ça. Les conséquences pour nous, c'est que l'euro a considérablement baissé vis-à-vis du dollar. Dans un premier temps, bon là c'est un peu plus stabilisé et surtout vis-à-vis du rouble, mais que nos coûts pour payer l'énergie dont on a besoin, mais qui va être la même chose pour les engrais, qui va être la même chose pour les biens agricoles qui viennent, les oléagineux, etc. Enfin, on a vu les problèmes des boulangers pour l'électricité, mais les problèmes des boulangers pour la farine, ça va être pareil, sans compter les risques de famine à l'international, parce qu'on ne facilite pas le transit des produits russes vers les pays d'Afrique qui en ont considérablement besoin. Donc, on est en train de déstabiliser complètement le monde. Ça a des conséquences terribles sur les monnaies, sur les économies. Et évidemment, tout ça va avoir des conséquences sur le moral des ménages. Ce matin, j'avais une conversation avec un ami qui est dans le monde des fusions-acquisitions, etc. Et on parlait justement de l'argent. Et il me disait, je n'ai jamais vu depuis le début de ma carrière l'argent être concentré dans des telles proportions, dans aussi peu de mains. Et ce que je veux dire par là, c'est que nos gouvernements nous expliquent en permanence qu'il faut avoir des milliardaires dans un pays, qu'il faut avoir des gens riches parce que ce sont eux qui créent des emplois et en plus ils payent des impôts et ils permettent d'avoir des taxes professionnelles. Je vais vous dire, tout ça, ce sont des grosses conneries. D'une part, l'argent ne ruisselle pas vers le bas. Les personnes qui sont particulièrement riches payent des gens qui sont particulièrement riches
pour leur permettre de tromper le fisc de tous les pays. Tout le monde sait très bien que, par exemple, en Europe, Amazon ne paye pas du tout ou quasiment pas de taxes en France, en Allemagne ou ailleurs, parce que grâce aux règles européennes, ils ont mis des sociétés, des filiales, par exemple en Irlande, dans lesquelles ils ont des salariés extraordinairement bien payés, ce qui est intéressant pour l'Irlande, puisqu'elle a des salariés bien payés qui vont défendre dans le pays. Mais l'Irlande a mis des taux de taxation pour ces sociétés très faibles, et donc elles ne payent pas les taxes plus fortes en France, où elles font l'essentiel de leur chiffre d'affaires, et elles profitent des erreurs. Donc, les acteurs riches au niveau des sociétés et les personnes riches, en fait, trouvent le moyen de truquer, et ça représente des milliards. Ces milliards, on pourrait très bien les récupérer avec ces sociétés qui ont besoin de nous, puisqu'elles ont besoin de faire leur argent chez nous. C'est comme les chanteurs qui vivent dans des pays autres où ils passent plus de 180 jours par an et qui viennent en France à l'époque de Noël ou au moment où ils sortent des albums pendant quelques jours, et comme ça ils limitent considérablement les impôts qu'ils payent, et tout le monde a l'impression que c'est génial. Mais en réalité, quand on accepte d'avoir une fiscalité aussi poreuse vis-à-vis des milliardaires, vis-à-vis des grands groupes, vis-à-vis des grandes stars qui sont installées à Monaco ou ailleurs, elles ont besoin de nous, elles ont leurs sponsors grâce à nous, parce que ce sont les fans qui vont dépenser l'argent en achetant la même chemise Lacoste ou la même chemise Nike ou les chaussures. Mais le sportif, lui, il est à Monaco, il est dans un paradis fiscal à droite et à gauche, parce que tous les sportifs ne sont pas comme Djokovic, qui est fier de payer ses impôts en Serbie et d'investir pour restaurer des églises, etc. La plupart des sportifs, comme les milliardaires, ils ne pensent absolument qu'à eux. Et pour vous dire, ces groupes, elles ont le cynisme de dire qu'elles ont des tellement bonnes notes financières qu'elles ont la possibilité d'emprunter leur argent, et quand elles empruntent de l'argent dans le marché financier actuel, on leur donnait jusqu'à maintenant de l'argent. C'est-à-dire qu'ils empruntaient 1 milliard et ils devaient rembourser 990 millions. C'est-à-dire juste le fait d'emprunter de l'argent, ça leur rapportait de l'argent. Donc il suffisait de créer des lignes de produits ou autres qui allaient leur apporter un minimum pour avoir un effet qu'on appelle un effet de levier considérable pour accumuler les profits et avoir, avec tous les acteurs économiques, énormément d'avantages en permanence, d'aide pour les employés, d'aide pour les formations, d'aide pour ceci et cela. Donc ne vous inquiétez pas, ou plutôt inquiétez-vous et révoltez-vous, parce qu'il n'y a pas non seulement de ruissellement de l'argent des milliardaires vers les pauvres, et c'est pas vrai en France, et ça n'est pas vrai non plus aux États-Unis. En réalité, ce qui se passe, c'est que toutes les sociétés font des bénéfices de plus en plus considérables. Elles appartiennent à des fonds d'investissement. Ces acteurs, en réalité, deviennent tellement puissantes qu'ils dictent leur conduite aux États. Donc, on a les sociétés comme BlackRock, comme Vanguard, etc. Mais des grands groupes comme Amazon, qui ont des centaines de personnes qui font du lobbying, comme Apple, etc. Ils dictent leur politique aux États. Ils font absolument ce qu'elles veulent. Ils font travailler dans des usines partout dans le monde, qui sous-traitent elles-mêmes dans des usines, dans d'autres pays dans le monde, où ce sont des enfants qui vont faire les vêtements pour 1 $ par mois, qui seront vendus 300 $ le t-shirt dans des magasins de luxe sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Et je vous dis, 1 $ par mois qui vont permettre de faire 2000 t-shirts, mais à 300 €, donc ça va rapporter évidemment aux commerçants, et souvent pas tellement, parce que c'est pas aussi simple que ça avec le prix des boutiques très chères, etc. Mais les boîtes de luxe vont avoir des marges de 80 à 90% qui vont permettre d'enrichir les fonds de pension, qui vont enrichir, entre guillemets, les gens qui profitent toujours de l'impression et de ce qui serait le rêve de ruissellement vers le bas. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire que dans tous les pays, en France comme aux États-Unis, on a imprimé des milliards d'argent pendant la crise Covid, et depuis, on continue bizarrement à imprimer des milliards d'argent pour l'inflation. Alors, je vous rappelle qu'en principe, historiquement, on ne vaccinait pas en période de pandémie, on ne vaccinait pas les femmes enceintes, on vaccinait pas... Donc, il y avait plein de choses historiques qu'on ne faisait pas dans le domaine de la santé,
et qu'on s'est mis à faire depuis 2020. Eh bien, en période d'inflation, ce qu'on ne faisait pas, c'est de faire de la création monétaire. Puisque s'il y a de l'inflation, c'est qu'il y a plus d'argent que de demande. Donc, les produits, il y a plus d'argent pour acheter des produits. Donc, on va donner plus d'argent, les produits vont devenir plus chers. Puisqu'il y a une compétition plus forte avec la même somme d'argent pour l'objet. Si avant, vous aviez, disons, 1000 milliards d'euros pour faire vivre tout le monde dans l'économie d'un pays, mais que vous avez injecté 2000 milliards, bah, vous allez avoir les mêmes produits qui sont présentés à vous, mais cette fois, vous allez avoir 2000 milliards, donc vous allez avoir une augmentation du prix de ces produits. Donc, pendant la crise, si vous regardez l'évolution du prix des produits de luxe, que ce soit une montre Rolex, qui prennent 10 ou 15% tous les ans. C'est-à-dire que si vous prenez une montre Rolex il y a 10 ans qui valait quelques milliers d'euros, disons 5000 euros, le même modèle aujourd'hui vaut 10 000 euros. Pourtant, ce n'est pas les matériaux dans la montre qui justifient une augmentation du prix. C'est juste qu'en fait, les personnes qui peuvent acheter cette montre, elles ont accumulé une telle proportion de l'argent disponible sur Terre que pour elles, c'est rien. Et donc, ça a les mêmes conséquences pour l'immobilier et pour tout. Mais à l'inverse, les gens auxquels on a encouragé d'accéder à la propriété, soi-disant avec des taux d'intérêt nuls, etc. Je vous rappelle que depuis le début, je vous dis que les taux d'intérêt pour les gros acteurs économiques étaient négatifs. C'est-à-dire si vous étiez un gros acteur économique, on vous payait pour emprunter de l'argent. Ça vous paraît fou, mais c'était la réalité. Parce qu'il y avait tellement d'argent qu'il y avait de moins en moins de projets rentables pour mettre cet argent. Vous avez des gens aux États-Unis qui, sur une idée écrite sur une feuille A4, qui n'avaient jamais rien fait de leur vie, mais parce que l'idée plaisait à des investisseurs, qui pouvaient recevoir 350 millions. Il y a quelques jours, Elon Musk s'est amusé de ça. De quelqu'un qui disait, alors moi, je rêve d'un projet dans l'immobilier où finalement, les gens qui achèteraient, ils deviendraient co-actionnaires de la boîte qui fait la peinture, etc. Et de l'épicier. Et donc, on serait comme un espèce de kolkhoz. Ah tiens, on revient au modèle soviétique, mais sans le dire, puisque finalement, c'est toute la société russe qui était co-actionnaire de tout, donc on est vraiment de retour complet dans le marxisme. Et bien cette société, sur cette simple idée, il a levé 350 millions de dollars. C'est pour vous dire, non mais McKinsey, il est là-dedans. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de McKinsey, mais les gens de McKinsey sont à l'intérieur de ça. Mais l'argent, entre guillemets, ruisselle. Donc quand les Américains ont injecté, ils sont passés d'une masse monétaire, les Américains, qui était de 20 000 milliards de dollars à plus de 50 000 milliards de dollars. Ça, c'est la masse monétaire. Mais les dettes des Américains sont de 30 000 milliards de dollars, ce qui n'a rien à voir avec la masse monétaire, c'est déconnecté. Donc, ils ont injecté des sommes colossales dans l'économie. Et pourtant, si vous allez vous balader aux États-Unis, vous ne verrez jamais autant de pauvreté, autant de bidonvilles, autant de personnes qui sont obligées de sortir d'un petit job vers un job dans un McDonald's, vers un job dans un machin, parfois 2, 3 jobs, et à même pas savoir comment s'occuper des parents. Et heureusement qu'il y a les grands-parents qui ont également des jobs, etc. Et qui réussissent, entre guillemets, à survivre dans un système. Mais il n'y a jamais eu autant de milliardaires. C'est-à-dire que la part de l'argent qui est entre les mains d'un nombre, entre guillemets, un peu plus important, mais qui est, augmente considérablement chaque année. Et plus les crises sont là, plus un petit nombre de personnes s'enrichit de façon exponentielle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut répéter. Parce qu'on explique que pour stabiliser l'économie, il faut que les retraites, que les gens travaillent plus longtemps. Il faut que les gens culpabilisent par rapport à leurs enfants, parce que l'éducation coûte cher, parce que les soins coûtent cher, parce que on va privatiser la sécurité sociale.
rapidement. C'est-à-dire que les soins, ils seront plus ce qu'ils sont. On va privatiser complètement les écoles, comme on privatise partout les prisons. Il faut aller regarder aux États-Unis le niveau des écoles auxquelles il est tombé. Et on est dans une société dans laquelle ces grands groupes dont je parlais tout à l'heure, les énormes groupes économiques qui contrôlent, entre guillemets, des parts dans toutes les sociétés du monde sont tellement puissants qu'ils dictent aux États leur politique sur les retraites, ils dictent aux États leur politique sur les dettes, ils dictent aux États leur politique sur les grands investissements routiers, autoroutiers, etc. Mais ils dictent également en fonction de leurs investissements. Parce que si vous êtes un grand fonds d'investissement qui avait une part significative dans Vinci ou dans Bouygues, évidemment, vous allez faire en sorte que les appels d'offres avec votre copain McKinsey ou une autre compagnie, ils soient rédigés pour que tous les petits entrepreneurs ils aient aucune chance de gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand vous êtes un petit village, où historiquement, le maire il avait envie de donner les petits contrats de rond-point aux petits entrepreneurs du coin, ça n'arrive même plus. Parce qu'il y a des normes, il y a des nécessités de formation, normes RSE, normes sur l'électricité, normes sur les produits d'assurance, qui font que bientôt, de toute façon, tous les petits entrepreneurs, ils vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne pourront plus avoir aucun des contrats rentables. C'est-à-dire les personnes un peu retraitées qui ont des moyens, on les inquiète tellement par rapport à ça. Il y a tellement d'appels de commerciaux qui viennent leur expliquer qu'ils n'osent plus travailler avec les petits entrepreneurs, qui sont en train de tomber en ruine les uns après les autres parce qu'ils ont plein de documents à remplir, ils sont harcelés par les administrations, ils sont harcelés par tout le monde. Ils travaillent souvent dans des conditions extrêmement dures, été comme hiver, etc. Alors que des grands groupes, on les voit, ils font des chantiers autoroutiers. Et vous avez sur le chantier autoroutier 200 personnes qui travaillent entre guillemets au siège, qui a été monté à proximité de la bretelle autoroute, et à peine une quarantaine de personnes qui sont sur le chantier. Et les personnes qui sont dans les sièges ne sont là que pour expliquer pourquoi le budget augmente, pourquoi le budget explose, pourquoi il faut des rallonges, pourquoi cette autoroute ou ce passage qui devait coûter 200 millions, finalement, va coûter 300 millions. Et le delta de coût, c'est pour payer les 200 personnes qui sont là pour démontrer que ça coûte plus cher. Mais comme l'État est nul pour négocier, pourquoi il est nul? Parce que on lui a expliqué que pour négocier, il avait un tout petit budget de consultants, un tout petit budget d'avocats. Et en face de lui, il y a des armées de consultants d'avocats qui vont faire une négociation qui va durer 2, 3, 4, 5 mois. Et l'État va faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Et en plus, les grands groupes, la plupart du temps, s'entendent. Et ils disent, attends, on ne va pas se battre pour diminuer le prix de cette bretelle d'autoroute. Cette bretelle, elle est pour toi. Celle-là, elle sera pour moi. L'autre sera pour toi, etc. Et ça se passe comme ça, au vu et au su de tout le monde, parce qu'en réalité, ces gens-là, après, s'invitent aux Bahamas, s'invitent sur leur yacht, prennent en stage les enfants de tel ministre, de telle autre personne, etc. C'est un système de corruption organisée, de collusion organisée et qui est extrêmement malsain. Et qu'est-ce qui ne nous plaît pas? C'est que dans un pays comme la Russie, qui est véritablement en train d'être un modèle, mais également dans un pays comme la Chine, ils mettent en place des systèmes qui ne sont pas contre les peuples. Quand on parle du crédit social, je pense que si vous parlez à des gens qui vivent là-bas, ils vont vous dire que c'est beaucoup moins que ce qu'on raconte et qu'en réalité, ça a été mis en place par une espèce de 5e colonne mondialiste qui était de plus en plus présente en Chine et qui est en train de se faire laminer. Mais ces outils, en fait, ils vont permettre petit à petit de supprimer de plus en plus la corruption, de supprimer tous ces acteurs économiques qui viennent polluer le système, qui viennent s'auto-enrichir les uns les autres, etc. Je vais essayer juste de vous expliquer comment ça marche et pourquoi le système est extrêmement malsain à l'échelle des pays et à l'échelle de l'international, pour revenir un peu sur le thème de la monnaie. Mais si vous êtes un pays, par exemple, africain, et votre monnaie, c'est le franc CFA. Donc le franc CFA, il a un cours qui est un peu dicté, entre guillemets, par la France. Et donc, vous avez votre salaire mensuel qui est de 70 €, vos conditions de travail qui sont ça, vos assurances, la possibilité de mettre vos enfants à l'école qui sont extrêmement difficiles. Et d'un seul coup, votre pays commence à se redresser, on trouve du pétrole, etc. Mais bizarrement, les choses n'évoluent pas.
Mais vous remarquez qu'il y a plein d'expats chez vous et il y a plein de sociétés qui viennent acheter plein de terres, les meilleures positions au bord de la plage ou dans la capitale, etc. Et donc, mais ils viennent acheter ça avec une monnaie forte, l'euro, dans un pays dans lequel la monnaie est faible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter un hôtel qui commence à tourner, avec une chambre, vous allez pouvoir acheter les chambres à 1000 francs par exemple, alors que dans un grand hôtel, dans une capitale, une chambre d'hôtel, ça vaut peut-être 500 000 francs, ou 1 million, ou 2 millions, ou 3 millions si c'est le Ritz. Et donc, on va acheter avec notre monnaie, ou le dollar, en fait, qui est une monnaie qui est surévaluée, entre guillemets, mais comme on échange entre nous, bah, surévalué, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si tout le monde admet de dire que nos monnaies sont 50 fois plus chères que les monnaies africaines, juste parce que bah, les pauvres africains, ils vont manger ce qu'ils produisent localement, etc. Ils ont très peu d'occasion d'acheter chez nous, et quand ils achètent chez nous, ils s'endettent grâce à des crédits faits par le FMI et qu'ils vont devoir rembourser avec leur travail, etc. Eh ben, on va acheter tout ce qu'on sait qui va avoir de la valeur dans ce pays pour rien du tout. Et ensuite, à cause de l'Organisation mondiale du commerce, à cause de tout ça, si eux un jour disent « mais vous nous avez arnaqués », ils pourront même plus récupérer ces choses-là, à moins de faire des procès terribles qui seront jugés à Genève ou à La Haye ou ailleurs. Et c'est exactement ce qu'ont vécu les Russes. Je l'ai expliqué un peu rapidement dans une autre capsule. Mais quand les Russes ont voulu récupérer leur industrie pétrolière, leur industrie gazière, etc., ils se sont retrouvés à avoir des procès. Et alors qu'ils avaient été arnaqués, on allait les arnaquer une deuxième fois et leur mettre des impôts. Et donc ce système, il est fait pour détruire en permanence les produits qui sont producteurs, au service des espèces de colonisateurs, mais qui ne sont que des pays, à part l'Allemagne, qui est un peu une exception dans le système, mais qui a finalement été la cible des Américains avec Nord Stream, puisqu'il semble de plus en plus certain que l'État qui est derrière cette opération est, d'après en tout cas tous les articles, toutes les enquêtes sérieuses, qui n'ont pas conclu définitivement, mais il semble que ce soit les Américains qui soient derrière la destruction de Nord Stream et donc de ce grand pays industriel. Parce que je vous rappelle que l'Allemagne est la deuxième puissance industrielle du monde derrière la Chine, donc devant les États-Unis, devant le Japon, etc. Et qui est en train d'être mis à genoux. Son industrie part aux États-Unis quand elle ne disparaît pas. Mais pour revenir à ça, donc ce système des monnaies est un système de triche. Un autre aspect des monnaies, dont on parlait un peu plus tôt avec Chantal, puisqu'elle me disait, mais comment ça fonctionne, les emprunts, les gens qui empruntent, je connais etc. pas tout ça, franchement. Et, bah oui, mais c'est pour ça qu'on a choisi le sujet. C'est intéressant. Moi, je n'ai pas vraiment des questions à te poser, parce que tu réponds pratiquement à toutes les questions que on a beaucoup préparé ensemble. Je n'en pas, parce qu'en fait, c'est vrai, tu expliques extrêmement bien, et c'est vrai que ce monde de l'argent est tellement effrayant et tellement malsain, enfin à ce niveau-là, alors que l'argent devrait être une liberté, quelque chose de noble, enfin si ça avait été respecté, évidemment. Et maintenant, ça me dégoûte l'argent, franchement. Ça me dégoûte quand je vois tout ce qu'ils font. C'est ignoble, en fait, tout devient... Alors, juste un détail qui est important, puisque c'est une des questions que tu m'as posées plusieurs fois aujourd'hui quand on préparait ça. C'était, Chantal me dit, mais comment ça fonctionne quand on s'endette, quand on rembourse, etc. Puisque je lui avais dit anecdotiquement qu'en réalité, l'argent n'existait pas, l'argent des dettes n'existait pas. Et effectivement, l'argent des dettes n'existe pas. C'est-à-dire que vous allez voir votre banque pour vous endetter. Donc, la banque va vérifier, elle va vous demander des hypothèques, votre salaire, des cautions, etc. Mais elle va vous donner de l'argent qu'elle crée au moment où elle vous le donne. Donc, cet argent n'existait pas. Donc, il est créé artificiellement. Il n'y a rien. C'est juste une ligne où la banque dit « je crée 300 000 euros ». Et vous allez avoir 300 000 euros, mais que vous allez rembourser avec votre travail. Donc, on a créé artificiellement de l'argent. Et si vous échouez, la banque va saisir le bien et vous n'aurez rien à dire. Exactement, c'est du blanchiment autorisé. Et qui sont les actionnaires des banques? Qui sont les acteurs qui sont derrière? C'est le monde de la finance, les fameux hedge funds, tous ces acteurs qui finalement ne produisent rien, mais ont compris que le système était dépendant d'eux et qu'ils ne comprenaient rien. Je vais vous expliquer autre chose. On se dit, mais comment les crises financières, les crises boursières peuvent arriver? Ça a un côté complètement irrationnel. Si vous y réfléchissez, ça ne devrait pas arriver. Puisque une société cotée en bourse, elle devrait avoir une valeur qui correspond à ses revenus et à sa stabilité, son secteur d'activité. Donc on peut se tromper un peu,
mais on ne peut pas se tromper à l'échelle d'une économie entière. C'est-à-dire il peut y avoir quelques boîtes qui n'auront pas les résultats qu'on attend d'elles. Il peut y avoir un crash dans un secteur particulier, pétrole, ou une période d'énormes bénéfices, comme c'est le cas en ce moment, puisque subitement les compagnies pétrolières ont décidé qu'elles allaient faire énormément de marge sur le raffinage, la distribution, etc. Donc le pétrole n'a pas tellement augmenté, mais les bénéfices de ces sociétés n'ont jamais été aussi forts, mais c'est la faute à Poutine. Si vous avez froid chez vous, c'est la faute à Poutine. Exact. Si vous avez faim et que les boulangeries font plus du bon pain, c'est la faute à Poutine. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas du tout la faute à Poutine. C'est la faute, d'une part, aux gens qui contrôlent ces sociétés-là, donc les milliardaires ou les fonds d'investissement qui veulent rapatrier le plus d'argent possible aux États-Unis. C'est la faute au budget militaire dans les États qui explosent, aux dépenses médicales idiotes, entre guillemets, qui ont explosé. Et aux choix, entre guillemets, en termes d'éducation, en termes de formation dans les universités, qui ont été extrêmement mauvais. Donc on est véritablement, effectivement, dans une situation de chaos. Mais je vais juste expliquer ce que j'avais dit donc, à l'échelle des pays. C'est vrai également à l'échelle entre pays, donc où la France, finalement, allait racheter pour 3 francs 6 sous, mais pas que la France. Quand l'Ukraine, en 2014, change sa constitution et permet aux étrangers d'acheter des terrains, je ne vous dis pas qui s'est occupé de changer la constitution, puisque c'était un gouvernement complètement américain, avec des conseillers de grandes boîtes, qui se sont précipités, qui ont acheté des milliers de kilomètres carrés, des millions, pas des millions de kilomètres carrés, mais des millions d'hectares de terres agricoles précieuses, d'immeubles, etc. etc. Oui, exactement. Évidemment. Et on a vu avec les affaires, ouais, bien sûr, BlackRock y est pour aider à financer la reconstruction, etc. Donc on voit que tout ce petit monde-là est en collusion pour racheter tous les pays qui ne pourront jamais finalement devenir puissants, qui resteront les esclaves d'un système. Et il faut comprendre que l'opération en Ukraine n'a rien à voir. Évidemment, le Donbass, c'est important, mais vous comprenez bien que toute l'Europe n'est pas prête à se mettre à genoux avec les sanctions, qu'on ne détruit pas Nord Stream, qu'on ne fait pas tout ce qui se passe, juste parce que les Russes veulent récupérer le Donbass et dire « j'ai pas envie que vous pointiez des missiles chez nous ». Vous comprenez vraiment qu'il y a autre chose. Surtout que ce sont des terres qui sont très russophones et qui rêvent de rejoindre la Russie, comme on a vu quand il y a eu des élections. Et l'autre chose, c'est le dollar, c'est les milliardaires, c'est cette espèce de gris reset qui fait qu'en réalité, avec l'intelligence artificielle, c'est une autre capsule que j'ai faite, on se rend compte qu'il va y avoir peut-être un certain nombre de personnes qui vont bénéficier d'un revenu universel. Donc on va les payer à rien faire au cas où on ait besoin d'humains, on a besoin de gens qui fassent des enfants, qui seront peut-être géniaux, beaux, forts, etc., sportifs, parce qu'il faudra peut-être toujours des footballeurs, mais bientôt il y aura des footballeurs qui seront des machines. Et comme aux échecs, maintenant les machines sont meilleures, donc finalement les tournois d'échecs d'hommes, c'est de la 2e division. Bientôt les robots seront tellement meilleurs que les hommes que la Coupe du Monde, ce sera entre des robots. Alors, on a déjà des Coupes du Monde qui ressemblent à ça, mais vous imaginez à quoi ça va ressembler. Et ne dites pas que c'est, voilà, les personnes, on sera comme dans la matrice, c'est-à-dire qu'on sera dans des fauteuils, plus ou moins sous perfusion, qui seront livrés par Amazon, par drone, etc. Et on regardera des matchs de robots avec de temps en temps des humains pour des sports où il faudra des humains ou autres, mais on ne servira à rien. Et ces gens veulent nous remplacer comme ça. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a, Bertrand? Il a pété les plombs, lui qui est en général calme, etc. Non, c'est que quand je discute finalement avec Chantal, je me rends compte qu'on a une discussion extrêmement saine et on va au bout des choses. Et elle, comme moi, on se rend compte que quand on discute avec d'autres personnes autour de nous, ils comprennent rien, et ils comprennent rien parce qu'il y a des gens qui leur disent des bêtises, mais de façon extrêmement affirmative, avec beaucoup de bon sens, en disant « ne croyez pas en ça ». Et bien là, on a décidé d'aller très fort, donc elle me posait des questions un peu comme le monde de Sophie, et que j'allais dire, mais vraiment de façon aussi percutante que possible, évidemment en faisant parfois des raccourcis, la réalité. La réalité, c'est que le ruissellement, ça n'existe pas.
que la guerre en Ukraine, c'est une question uniquement de dollars et de culture woke. Et la culture woke, c'est l'inversion des sexes, c'est la destruction des familles, c'est la dénatalité, etc. Vous remarquerez que les pays qui se battent dans le monde pour accroître leur natalité, elles-mêmes, ce sont la Chine qui se rebat pour ça, l'Inde qui se bat pour ça, la Russie, etc. Donc ces pays qui sont censés être l'axe du mal sont des pays qui aiment les valeurs de la famille, qui aiment toutes ces valeurs. Alors je sais qu'il y a toujours des questions sur patriarcat, matriarcat, etc. Mais essayons, entre guillemets, de sauver la civilisation en acceptant qu'elle aura toujours des défauts. Parce que la beauté de l'être humain, la beauté de l'humanité, c'est aussi nos défauts. C'est-à-dire c'est cette espèce d'imperfection qui n'existera pas avec les machines. Les machines, elles seront parfaites dans le mensonge, elles seront parfaites dans la manipulation, etc. Et on s'en rend bien compte, comme je disais lors d'une interview et dans le chat chez DPT, que les machines, on leur apprend à mentir, on leur apprend à être woke, on leur apprend à tricher. Ou alors tout simplement, elles affirment des réponses sans connaître. Donc effectivement, la monnaie, c'est quelque chose de très important. On a dit que c'était essentiel, bien des fois, de faire des provisions. Alors Chantal, si vous la suivez sur Twitter, elle s'appelle Théa. 9 Théa. Et vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Nous, on est amis. Moi, je commente, c'est tout. Je n'ai vraiment pas le temps. Je ne sais pas faire très bien mes vidéos. Et je commente et surtout, je retweet. Et puis, j'ai quelques personnes que j'aime beaucoup, dont... Marc Legrand, oui. Marc Legrand, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment une personne qui... Il a édité plusieurs livres, dont L'État invisible. Ouais. Alors, évidemment, Bertrand, j'adore. Et beaucoup Ah oui, et puis aussi, Francis Lalanne, je le trouve particulièrement courageux. Et bon, il a beaucoup de talent, c'est une évidence. Et son livre, il est top. Vraiment, c'est incroyable d'avoir autant de... Moi, je trouve qu'il faut du courage quand même, tu sais. Même sûr. Toi, je trouve que quand même, vous avancez vraiment... mais on n'a pas le choix. Enfin, non, moi, en tout cas, je vis ça comme... toi, et bon, aussi, il y a tout un tas de gens fabuleux. Je trouve que vous êtes hyper courageux parce que quand même, dans un monde aussi difficile, bon, je sais pas, moi, je me dis, mais... je me demande comment c'est possible qu'il y ait autant de mensonges, tu vois, cette espèce de mensonge installé où tout est vraiment... L'inversion, on voit chaque jour ce que veut dire inversion. Exactement. Et à ce point, c'est quand même, si t'es pas équilibré, tu peux devenir dingue. Moi, ça va à peu près. Mais je peux... Je sais pas moi comment... Il y a des gens fragiles qui vont peut-être péter des câbles, hein, non? Tu crois pas? Ben, en fait, c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est quand tu me disais mais que dans toutes les soirées auxquelles parfois tu vas, dans le Bordelais, etc. Oui, j'y vais assez peu. Mais enfin, dans ma famille, effectivement, là, ils connaissent pas mal de monde dans... Oui, alors je ne cite pas, mais enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a des gens, pourtant, ils ont des belles situations, ils réussissent, mais ils sont hors sol. Je crois qu'ils ont traversé le Covid, ils traversent tout. Tu as l'impression qu'ils ne réfléchissent jamais. Même des médecins, des chirurgiens. Je me dis, mais écoute, ou alors est-ce que c'est moi qui suis peut-être un peu étrange? Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'ils ne voient rien, quoi. Mais ce que tu dis, surtout, c'est que même quand tu essaies d'ouvrir le débat avec eux, il est refusé, ce débat. Oui, c'est-à-dire que je ne le fais plus. Hein, je te dis, à part quelques personnes, vraiment, et pas longtemps, parce que certaines qui m'aiment bien par politesse, je sens qu'ils font l'effort d'être gentils. Tu vois, ça fait mes cousines, tout comme ça ne dure pas trop. Maintenant, je m'abstiens, tu vois. Non. Puis d'abord, je vois de moins en moins de monde, je te le dis. Enfin, dans ces milieux, ça me fatigue un peu parce que... Et ce que tu me soulignes tout le temps, c'est que finalement... Ils ne sont pas méchants, c'est pas ce que je veux dire, mais ils sont... Les petits commerçants, les ouvriers, tous ces gens de la vie réelle... Je les trouve beaucoup plus. Voilà. Moi, j'adore les gens vraiment... L'intelligence populaire. Oui, vraiment, puisque moi, je suis sur le bassin d'Arcachon, et je trouve que ces gens-là, eh bien, ils sont beaucoup plus connectés au réel, ils sont plus conscients, ils ont de l'intuition, ils voient ce qui ne va pas, tu vois. Ils ont des fois même mieux défendu leurs enfants. Beaucoup ne sont pas vaccinés, bizarrement, tu vois. Et pourtant, ils n'ont pas fait spécialement d'études ou ils ne sont pas spécialement riches, tu vois. Mais je les trouve beaucoup plus, oui, dans le réel, vraiment, tu vois. Et je dois dire, je me sens plus et mieux avec eux que... Tu vois, quand je vois quand même, bon, enfin, non, ils ne regardent pas Twitter, mais dans ma famille, tu vois, certains, ils ont fait des études, je les trouve
Alors, il y a juste un point, en même temps que tu me parles de ça, je me rends compte qu'on a très peu parlé de tout ce qui est blockchain, etc. Parce que je voudrais faire une capsule spécifique sur le sujet des monnaies type Bitcoin, etc. Et la manière avec laquelle les États les exploitent, puisqu'on a vu avec le scandale d'FTX, Sam Bankman-Fried, que finalement ça servait peut-être à redistribuer des milliards avec la blockchain, etc. On a vu avec les Pandora Papers, et plein de personnes déclarent que la fortune de Zelensky serait en centaines de millions. On a plein de personnes comme ça. Donc on a de l'argent qui est mystérieux grâce au blockchain. J'évoquais tout à l'heure les paradis fiscaux, la Suisse, etc. Et ben, les Américains, et en particulier l'État du Delaware, qui a été longtemps l'État de Biden, sont des espèces aussi de paradis fiscaux. Donc les Américains, avec 50 États, ils se sont fabriqués tous les paradis fiscaux et tous les États spécifiques dont ils avaient besoin, des États particulièrement adaptés aux sociétés pétrolières, des États particulièrement adaptés aux retraites, des États particulièrement adaptés au commerce. En fait, ils ont complètement fait un monde à l'intérieur des États-Unis en profitant de toutes les forces et faiblesses des autres. Et ils nous utilisent, entre guillemets, et je ne parle pas des Américains, parce que les Américains sont complètement en dehors de ça. Ils sont comme les Français, les Allemands, tout ça. Ils n'ont pas du tout conscience du rôle extrêmement malsain qu'a accumulé leur pays. Parce qu'en fait, cette compréhension des systèmes monétaires internationaux et de cette espèce d'esclavagisme ou de colonialisme mondial, et en réalité d'impérialisme, il n'est pas tellement visible. Mais le pire, et ça ce sera vraiment une des prochaines capsules, c'est l'évolution de l'éducation, de l'enseignement. Et on voit l'importance de cette nouvelle culture woke, c'est-à-dire qu'on a on a vérifié notre obéissance, y compris à faire vacciner contre le bon sens les enfants. Ensuite, on a maintenant sanctionné contre le bon sens celui qui devrait être notre meilleur partenaire. Et l'étape suivante, c'est vraiment de détruire tout ce qui restait, entre guillemets, de tangible, c'est-à-dire le sexe, la sexualité, la famille, etc., etc. Voilà, on a beaucoup de chance d'avoir les Russes. Je suis très content que tu m'aies fait découvrir le livre L'État invisible de Marc Legrand. D'accord. Et c'est un livre qui est intéressant puisqu'en fait il parle beaucoup des complots. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études aussi. Des études longues sur ça, justement, sur les services secrets. Voilà, bon, bref. Il y a lui et d'autres personnes, évidemment, mais c'est vrai qu'il est jeune et je trouve qu'il est déjà très engagé et il a fait un gros travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, Twitter. C'est vraiment important de commenter, de liker, de partager, parce que le succès d'une vidéo, c'est lié à ça. L'artiste qu'on a engagé en France, pratiquement. C'est vrai. Je te rends compte. Ah oui, c'est vrai. Francis Lalanne, le seul. Et c'est vraiment une belle personne. Ah oui, moi je ne le connais pas, tu le connais, mais je pense oui que c'est quelqu'un de très riche. Il est très attachant. Il est très attachant, très sensible, très romantique. Oui, romantique. Donc, dernier romantique. Protégeons-les. Vous likez, vous partagez, vous faites suivre. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans une vidéo, s'il y a des choses qui manquent, qui vous intéressent, n'hésitez pas à poser la question. J'ai survolé Revenu Universel, Bitcoin. Chantal a plein d'autres questions, mais on s'est dit que tous les 2 mois environ, on ferait une capsule ensemble en essayant de progresser dans la manière avec laquelle on fait ça. Oui. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup Chantal. Merci à toi. Et je suis très content que tu aies joué le jeu. Première fois. Hein. Oui, mais c'est bien. Tout le monde doit se montrer visible. Vous savez, c'était compliqué pour Chantal de dire « j'accepte », mais le message, c'est qu'on doit tous s'engager. On doit se dire « ok ». Bah, ça va peut-être être dur, on va peut-être me reprocher de prendre position sur ces sujets-là, mais si nous, on ne s'affirme pas, on n'affirme pas qu'on a cette position, on perd automatiquement en fait. On vit encore dans une société où on n'a pas besoin d'être dans la clandestinité, ça pourrait venir, mais seul le nombre nous empêchera d'être les clandestins dans nos propres pays et dans nos propres vies. Et oui, puis il y a tellement de beaux exemples à suivre, dont toi, donc... Voilà, merci. À bientôt. Pouce levé, partagez, etc., etc. Merci.